Eric, car il va poser des problèmes qui sont graves chez les petits-enfants, car il faut essayer de préserver la croissance. Et c'est pas ça. Et on fera une discussion à la fin. Voilà. On va essayer de garder un petit peu de temps. Voilà, donc je remercie les organisateurs et en particulier M. Dubousset pour son invitation à parler du problème de la croissance et du cartilage de croissance dans les tumeurs osseuses malignes de l'enfant. Les tumeurs osseuses malignes de l'enfant, c'est rare, et vous voyez que sur le registre des cancers de l'enfant, jusqu'à 14 ans, il y a 80 cas par an en France. C'est quand même une pathologie exceptionnelle. Chez l'enfant, 2 tumeurs osseuses malignes sont prédominantes, comme vous l'a dit François Gouin, l'ostéosarcome qu'on voit chez l'adulte plus tard et la tumeur d'Ewing, le sarcome d'Ewing. Le sarcome d'Ewing, je ne vais pas trop vous en parler parce que vous avez beaucoup de cancérologie déjà. Ça peut atteindre tous les os de l'organisme et toutes les parties de l'os, c'est donc quelque chose qui n'a pas une localisation spécifique. Ça touche un peu plus les garçons que les filles et ça touche des enfants qui sont un peu plus jeunes que les ostéosarcomes. Le traitement repose sur l'association d'une chimiothérapie néoadjuvante, d'un traitement local qui peut être de la chirurgie et ou de la radiothérapie, et d'un traitement post-opératoire ou post-traitement local, donc qui va dépendre de la taille de la tumeur, de sa réponse à la chimio, de l'envahissement initial, de plein de choses, des facteurs de risque. Néanmoins, la chirurgie reste le gold standard en traitement local, avec une résection qui doit être large, comme vous l'a expliqué François. La radiothérapie reste indiquée en cas de réponse incomplète à la chimiothérapie, de résection incomplète, et dans les cas où la chirurgie n'est pas faisable, à ce moment-là, on est obligé d'utiliser des doses qui vont jusqu'à 64 degrés, c'est quand même beaucoup. On avait essayé depuis des années de diminuer les indications de radiothérapie, de faire des résections larges, et on s'est rendu compte à l'analyse des résultats de la série européenne EuroWing 99 qu'en fait, il y a de façon étonnante plus de récidives locales chez les patients non irradiés, même s'ils ont une résection complète et même s'ils ont une réponse complète à la chimiothérapie. C'est-à-dire que la tumeur d'Ewing est une tumeur un petit peu perverse, on a l'impression qu'il n'en reste plus, et en fait il reste 4 zones de cellules tumorales dans un coin qui vont entraîner un récidive local, et dans les Ewing, la récidive locale c'est quasiment toujours mortel. Ça a été publié par Nathalie Gaspard à l'ASCO, je ne sais pas s'il y a un papier qui est vraiment sorti. L'ostéosarcome, François vous en a beaucoup parlé, c'est des enfants un peu plus âgés, ou des adolescents ou des adultes, toujours une prédominance masculine, une génomique complexe, pour l'instant on n'a pas trouvé de profil particulier, et ça atteint essentiellement chez le jeune la métaphyse des os longs, c'est-à-dire c'est proche des os de croissance, et c'est en pleine période de croissance que ça survient, donc il y a certainement des petits facteurs de croissance là-dedans. On dit classiquement proche du genou, loin du coude, et vous voyez l'énorme prédominance des ostéosarcomes proches du genou. Le traitement, François vous l'a largement expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter. Le pronostic, il faut voir, comme il vous l'a dit, que la survie est de l'ordre de 70% dans les patients non métastatiques au diagnostic. Alors on va illustrer un peu le problème de la croissance par des exemples pratiques. Une petite jeune fille de 8 ans avec cet ostéosarcome du fémur distal droit envahissant l'épiphyse, traversant le cartilage de croissance, qui n'a donc pas été une barrière, et qui est suivi en Belgique. On a programmé une amputation jugeant que son cas n'était pas conservable. Donc on lui a fait une résection, parce qu'on pensait qu'on pouvait l'opérer, avec la pièce de résection, la tumeur qui dépasse le cartilage de croissance, et une reconstruction par prothèse. Le problème pratique que ça pose, c'est qu'elle a 8 ans, et que cette jeune fille va avoir une inégalité de longueur prévisible, puisqu'on a supprimé une zone de croissance d'un côté, et que l'autre membre est normal et continue à grandir. Il faut savoir que le fémur grandit essentiellement par son extrémité inférieure, et on peut prévoir la différence de longueur finale avec l'âge osseux, l'âge squelettique,
est déterminé grâce aux charts, enfin aux courbes de Anderson qui sont déjà anciennes, qu'une petite fille de 8 ans à qui on enlève un fémur distal va avoir 6 cm de différence de longueur à l'âge adulte, ce qui commence à poser problème et nécessite une compensation. Il y a d'autres causes qui peuvent entraîner des troubles de croissance après une chirurgie des tumeurs osseuses de l'enfant au membre inférieur. Déjà, donc on l'a déjà vu, l'ablation du cartilage de croissance, soit parce qu'il est traversé par la tumeur, soit parce que la tumeur arrive tellement près du cartilage de croissance qu'on est obligé de le sacrifier pour avoir des marges suffisantes. Soit parce que on a pu conserver le cartilage de croissance, mais la fixation d'un matériel de reconstruction va nécessiter de se mettre de l'autre côté du cartilage de croissance pour qu'on ait un montage solide. Et puis, pour d'autres raisons qui sont plus biologiques, qui peuvent être une irradiation qui va interrompre la croissance du membre, qui peut être une dévascularisation de l'épiphyse à la suite de la résection de la tumeur, ce qu'on a constaté dans certains cas, et probablement aussi des facteurs qui ne sont pas trop connus, qui sont que le fait de ne pas servir d'un membre pendant plusieurs mois entraîne vraisemblablement un retentissement sur sa croissance. Alors classiquement, on utilise depuis le début des années 80, enfin les années 80, c'était mis au point aux États-Unis, des prothèses de croissance mécaniques, donc c'est des prothèses qui vont compenser la perte de croissance et qu'on va faire grandir de façon répétée, mécaniquement, et ça c'est un modèle qui se fait encore même s'il est ancien, on réopère l'enfant sous anesthésie générale, on met un petit tournevis dans la prothèse, on fait tourner 100 fois le tournevis, on a gagné 1 cm, on ferme l'enfant et on recommence l'année prochaine. Le problème c'est qu'il faut endormir l'enfant pour faire ça, qu'à chaque opération il y a un risque infectieux et qu'on fait un allongement qui n'est pas progressif, on le fait de façon brutale et séquentielle avec un risque de raideur et des petits problèmes parfois de complications neurologiques après les allongements. Ça, c'est la petite fille que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez que sa prothèse a bien grandi grâce à plusieurs interventions. Alors, l'idée est venue de mettre des prothèses qui grandiraient sans qu'on vienne les réopérer à chaque fois. C'est M. Dubousset qui avait eu cette idée avec un ingénieur qui s'appelait Arnaud Soubéran. Dans les années 90, on utilisait à ce moment-là une prothèse qu'on faisait grandir par manœuvres externes, qui s'appelait la prothèse Répiphysis. Cette prothèse ne se fait plus. On avait vu les résultats de cette prothèse sur une grosse série, entre guillemets grosse parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Tous les patients avaient été opérés pour une tumeur du genou. Voici la prothèse dans sa dernière version en plastique. On la faisait grandir en mettant le membre dans un anneau d'induction qui faisait chauffer le plastique de la prothèse et un ressort dedans la faisait grandir. L'inconvénient, c'est que plus la prothèse était allongée, moins le ressort grandissait, évidemment, c'est de la mécanique. Plus elle était allongée, moins elle était solide, et les procédures d'allongement étaient quand même assez douloureuses et devaient se faire au bloc. Néanmoins, ça marchait, et vous voyez qu'en 2 ans, on avait gagné 4 cm sur cette répiphysis. Sur les 19 patients vivants, on s'est retrouvé avec un allongement finalement important, pas tellement de différence de longueur, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir sur les patients environ 8 cm d'inégalité, mais toutes les prothèses ont été révisées, et toutes au moins une fois. C'est-à-dire que 19 patients survivants ont quand même eu 51 prothèses, ce qui est quand même un vrai problème, avec de graves problèmes mécaniques, de titane, d'usure du métal, d'envahissement des ganglions par le titane, etc. Donc on a heureusement d'autres prothèses maintenant qui sont beaucoup plus fiables et plus solides, mais cette prothèse Répiphysis a montré le chemin. Voilà, maintenant on utilise... Moi, j'utilise des prothèses Stanmorx anglaises. Il y a des Allemands qui font des prothèses un peu du même type. Sur des prothèses plus grosses, c'est-à-dire que pour avoir 5 cm de croissance, il faut 18 cm de résection. Et ça marche très très bien. Et vous constatez que du côté où il n'y a pas eu de résection, la prothèse a une tige lisse qui traverse le cartilage de croissance sans aucune fixation dans le tibia. Et vous voyez qu'on a fait grandir ce jeune homme en consultation de plusieurs centimètres et que le tibia a grandi normalement par rapport à l'autre côté. Ça, c'est le Zometa, qui est un produit qui est adjoint à la chimiothérapie, qui marquait les cartilages de croissance permettant de bien voir les choses. Et ça se fait en consultation, de façon strictement indolore. Le gamin lit le journal, Mickey et tout ce qu'on veut, et il suffit simplement de vérifier que la prothèse grandit en l'écoutant avec un stéthoscope, on entend le moteur tourner. Alors le vrai problème de ces prothèses de croissance, c'est que la prothèse grandit, mais pas l'os. Donc vous avez un enfant qui est opéré en 94 avec ce petit bout de fémur,
Et en 2003 et même en 2014, il avait toujours le même bout de fémur, avec une énorme prothèse. Et je l'ai repris l'année dernière en mettant un fémur total, parce qu'il n'y avait pas moyen de refixer quelque chose. Donc il y a d'autres façons de prévenir les différences de longueur. On peut le prévenir en bloquant la croissance du membre inférieur opposé. Donc on fait des épiphysiodèses, autrefois ça faisait des agrafes, maintenant on le fait en détruisant le cartilage de croissance sous anesthésie générale par de petites incisions. Et ça permet d'avoir des membres inférieurs isolés. Alors la croissance, elle ne concerne pas que le genou, il y a aussi la hanche. On a eu l'idée de mettre des prothèses de croissance au niveau du fémur supérieur, avec comme résultat des prothèses qui régulièrement se luxent progressivement quand on les allonge. Et donc on a quasiment abandonné. Même chose au niveau de l'humérus. À la place de faire grandir l'humérus vers le bas, il grandit vers le haut, et c'est la tête humérale qui se luxe de la gléno-humérale. D'autre part, il faut bien savoir qu'on ne marche pas sur les mains, et que le problème d'inégalité de longueur des humérus, il est essentiellement esthétique, comme vous le voyez. On peut compenser la croissance autrement également, dans certaines articulations, en utilisant des greffons vivants qui vont grandir, et Michel Germain qui est là nous en a fait quelques-uns. C'est très difficile techniquement parce que c'est microchirurgical et il faut qu'il y ait le pédicule nourricier de la fibula proximale, ce qui est quand même pas donné à tous les microchirurgiens. Mais c'est un greffon qui est vivant et qui va grandir. En voilà un exemple, un petit enfant de 3 ans avec un ewing de l'humérus supérieur. On lui a mis cette fibula vascularisée avec son épiphyse et ses vaisseaux. Vous voyez qu'en 2 ans, elle a grandi de façon significative. Et on le voit plus tard avec un humérus qui a grandi, même un peu trop, puisqu'il s'est luxé. Néanmoins, c'est vivant, c'est pas une prothèse et c'est pour la vie. Même chose au niveau de la hanche, un sarcome télangiectasique du fémur proximal chez un enfant de 5 ans, qu'on a reconstruit avec ce péroné vascularisé avec son épiphyse, qui paraît quand même un peu rock'n'roll quand on voit la taille du greffon par rapport au fémur. Et le voilà actuellement, vous voyez qu'il a 2 fémurs de même longueur, même si la hanche n'est pas normale. Alors il y a un grand fantasme des orthopédistes pédiatres, c'est de garder les épiphyses, ce qui est effectivement une bonne solution pour éviter de mettre des prothèses. Néanmoins, quand la tumeur est largement collée au cartilage de croissance, on ne va pas pouvoir le conserver. Et il ne faut pas imaginer que le cartilage est une barrière absolument étanche. Il faut absolument discuter de ces dossiers avec les radiologues et être sûr avec eux qu'il n'y a pas un endroit où le cartilage de croissance est traversé. Parce que sinon, on va avoir ce résultat qu'on a eu sur un ewing du tibia supérieur en voulant garder l'épiphyse, et ça s'est terminé en amputation et en décès du patient. Donc il ne faut pas chercher absolument, pour faire de l'orthopédie, à prendre des risques carcinologiques. Il y a un dernier problème sur ces reconstructions biologiques, où on parle des épiphyses, c'est la fixation du matériel. Ici, c'est facile, il reste plein de fémurs, donc on lui a mis un péroné vascularisé fait par Michel Germain, encore une fois, dans une allogreffe, avec cet excellent résultat. Et vous voyez que le fémur a grandi, évidemment, on n'avait pas traversé le cartilage de croissance. Ça, c'est un autre cas où on avait réséqué un tibia pour un ostéosarcome, gardé le cartilage de croissance proximale et mis une plaque fixée dans l'épiphyse qui était censée grandir avec l'action du cartilage de croissance. Malheureusement, on l'a fait plusieurs fois, ça n'a jamais marché. Néanmoins, on a une bonne reconstruction osseuse et finalement un patient qu'on n'a pas eu à repérer pour ça. Alors un dernier problème, bon là je peux aller plus vite, c'est la même chose. Quand on est obligé de ponter le cartilage de croissance, comme dans ce cas, du fait d'une ostéoporose majeure après une fracture pathologique pré-traitement, on a été obligé de ponter le cartilage de croissance qui n'était pas prévu initialement. L'enfant a un excellent résultat fonctionnel, elle a un fémur bien reconstruit, mais néanmoins, elle a 9 cm de différence de longueur. Donc on lui a fait une épisodèse du côté opposé, et on avait enlevé la plaque, et malgré l'ablation de la plaque, le cartilage n'a jamais repris sa croissance. Et donc ça pose le problème de la compensation ultérieure de ces différences de longueur, qui peut se faire par allongement. Donc on peut allonger le segment osseux non tumoral, en sachant que cette jeune fille a toujours refusé qu'on le fasse, parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas si mal comme ça. Alors il y a un truc qui n'est pas publié, qui n'est pas très connu, c'est qu'on a parlé de longueur. On arrive à compenser pas trop mal la longueur avec toutes les techniques dont je vous ai parlé. Mais il y a quelque chose qui est évident, c'est que les enfants auxquels on enlève une tumeur des membres inférieurs ont un membre qui ne grandira jamais normalement, et notamment
en épaisseur et en trophétie. Voilà un exemple, une petite fille âgée de 5 ans, quand on lui enlève son tibia proximal, reconstruit par prothèse de croissance, repris ensuite avec une prothèse massive d'adulte. Voici ses pieds. Elle a 3 tailles, 3 pointures de différence sur les 2 côtés. On n'a pas touché aux pieds, bien entendu. Donc c'est un vrai problème. Et son membre inférieur du côté tumoral est plus maigre, moins musclé et beaucoup moins développé. Et c'est ce qu'on a constaté de façon quasi systématique sur tous nos patients depuis quelques années, puisqu'on fait une étude prospective pour ça. Sur une cinquantaine de patients, avec un recul de 11 ans, on a au moins une pointure de différence entre les 2 côtés, pouvant aller jusqu'à 4 cm. La différence de longueur est d'autant plus importante que la fonction est moins bonne. Elle est d'autant plus importante qu'on a fait des résections fémorales que tibiales. Elle est d'autant plus importante qu'on a mis des prothèses plutôt que des reconstructions biologiques. Et donc on a des hypothèses sur le fait qu'il y a probablement une non-utilisation du membre transitoire pendant un certain temps qui fait que le membre ne grandit pas normalement et que ce sont des membres qui ne sont jamais normaux chez l'enfant, avec un retentissement sur la croissance trophique. Donc, dernière étape, on peut corriger en fin de croissance la différence de longueur par allongement. Et ça, c'est un enfant à qui on avait enlevé un ewing du tibia et qui a un retentissement sur la croissance du fémur auquel on n'a rien fait. On ne lui a pas fait de radiothérapie, on ne lui a strictement rien fait. Elle a une différence de longueur des fémurs qui est majeure. Donc, on lui a fait un allongement fémoral qui a permis de rattraper les différences de longueur. Néanmoins, on n'a pas d'explication sur ce problème qui est récurrent. Quand les enfants vont devenir des adultes, eh ben, les résultats fonctionnels qu'on a souvent très bons chez les enfants, les jeunes adultes et adolescents, se détériorent avec le temps, comme vous l'a montré François Gouin, c'est un problème chez l'adulte vieillissant. Toutes les prothèses sur les patients survivants vont être révisées un jour ou l'autre, et on se retrouve parfois dans la situation obligée de mettre des fémurs totaux, parce qu'on n'a plus rien pour fixer une prothèse. Et vous voyez un petit tas de prothèses qui indique qu'il y a quand même pas mal de quincaillerie qui est utilisé chez ces patients. Il faut donc essayer de préserver le stock osseux le plus possible. Donc en conclusion, le traitement de la différence de longueur, c'est utiliser une prothèse de croissance quand on a plus de 4 cm de croissance perdue, chez des patients âgés entre 5 et 13 ans. Chez les petits-enfants, pas mettre de prothèse de croissance, ça ne marche pas. On va mettre une prothèse toute petite qui ne sera jamais assez grosse pour l'avenir. Et vous voyez ce petit enfant à qui on a mis cette prothèse qui était la plus petite à l'époque, dans ce tout petit tibia, il a fini amputé parce que ça n'a jamais marché. On peut faire des épiodèses contralatérales quand on pense qu'on aura une différence de longueur de 3 à 4 cm. Et puis on peut rallonger secondairement ou raccourcir ce que l'on fait a posteriori. En conclusion, les enfants, ce ne sont pas des petits adultes, donc on ne peut pas les traiter de la même façon. C'est très particulier comme pathologie, il y a très peu de patients. Il faut discuter de ces cas en équipe pluridisciplinaire et il faut des chirurgiens qui connaissent à la fois les prothèses et la chirurgie pédiatrique pour s'en occuper. Je vous remercie. Alors il nous reste à peu près un bon quart d'heure, 20 minutes pour discuter. Donc, allez-y. Michel, vas-y. Tout d'abord, un grand bravo pour les présentations. Et j'ai des questions surtout pour Eric Mascar. Pour les sarcomes des tissus mous, nous utilisons volontiers les perfusions de membres isolés avec TNF-alpha et melphalan. Y a-t-il des indications en chirurgie pour les sarcomes osseux de perfusion de membres isolés avec TNF-alpha et melphalan en particulier? Et la deuxième question, pourriez-vous donner des précisions sur la chimiothérapie personnalisée? Merci. Alors moi je ne suis pas cancérologue. Alors les perfusions isolées de membres, on en a fait à l'IGR dans des sarcomes osseux, dans des situations un petit peu désespérées, et des indications qui auraient été sans ça des amputations, avec des problèmes de troubles trophiques absolument majeurs chez les enfants. Et on a
à ma connaissance, ça fait des années qu'on n'a plus fait ça. C'est-à-dire qu'on a eu trop d'ennuis, on a laissé tomber. Ensuite, la chimiothérapie personnalisée, c'est pas exactement ce qu'on fait, c'est un peu politique comme terme. On a des protocoles qui permettent de faire des traitements reproductibles et d'analyser les résultats, ce qui est fait en France actuellement. Mais néanmoins, dans ces protocoles, il y a une personnalisation à la tête du patient, à sa biologie, parce que certaines molécules comme le méthotrexate nécessitent qu'on s'adapte à la biologie du patient pour avoir des doses efficaces mais pas toxiques. Et puis on s'adapte également à la façon dont le patient répond à la chimiothérapie. Certaines drogues ne marchent pas bien dans certaines tumeurs et on est obligé de changer les drogues et donc de s'adapter. Mais on n'utilise pas dans ces protocoles le terme personnalisé comme comme un argument commercial. Voilà. Il y a d'autres oncologues qui l'ont fait avec des polémiques dans lesquelles je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre. Vas-y. Je m'intéresse non pas à votre traitement du cancer du sarcome de l'enfant, mais aux conséquences tardives, à savoir le raccourcissement d'un membre. Lorsque j'étais interne en chirurgie infantile dans les années 60, j'ai connu un chirurgien que je pense, M. Dubousset connaissait, Jacques Lecoeur, je ne sais pas si tu te rappelles Lecoeur, qui avait mis au point une technique de rallongement du membre inférieur, en particulier au niveau du tibia, en faisant une incision longitudinale sur toute la longueur de la diaphyse et qui faisait donc un allongement par glissement des deux fragments de façon progressive, ce qui assurait en tout cas une consolidation absolument certaine, contrairement au cas où il y avait un manque de substance. Alors, c'est une question que je pose parce que je n'ai plus fait de chirurgie infantile depuis, mais est-ce que cette technique qui semblait marcher bien dans les années 66, donc 65, 66, est-ce que cette technique est toujours utilisée et qu'est-elle devenue? Non, c'était une technique qui n'était pas faite pour les reconstructions tumorales. Hein. Ah non, je parle une fois que la tumeur a été guérie. Bien entendu. Premièrement, tu as prononcé un mot progressif, c'est pas vrai. Elle se faisait péropératoire. Moi, j'ai aidé le cœur suffisamment pour bien connaître cette technique. Donc, et elle ne peut pas s'appliquer dans des cas comme celui-ci, sauf si on veut allonger un tibia. C'est une technique qui fait partie des techniques d'allongement. Voilà, c'est tout. Mais elle est relativement peu utilisée car les autres sont nettement supérieures. Qui ont été développées. À propos de la chimiothérapie, moi je voudrais dire un mot, parce qu'à un moment, François, tu as dit qu'il faut se méfier de la chimiothérapie. Et il faut se rappeler quand même que cette chimiothérapie pré-op a permis vous a permis à un certain nombre de patients de pouvoir les opérer. Par contre, la remarque de Gilles est fondamentale quand il a dit qu'il ne faut pas se fier à la chimiothérapie bêtement comme ça, car on peut avoir pendant la chimiothérapie des augmentations de volume de tumeurs. Donc ça prouve bien que ce métier de traitement de tumeurs malignes osseuses ne peut pas se faire tout seul. Il faut qu'on soit dans ce groupe de suivi avec les radiologistes, avec les oncologistes, avec tout le monde, et qu'il faut vraiment... c'est une équipe, hein, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, quand même, tu es d'accord, François, qu'il y a certains patients que je n'aurais pas pu opérer s'il n'y avait pas eu les chimiothérapies. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis de le rappeler. Vas-y. Non, j'ai jamais remis en question la chimiothérapie. Je ne sais pas dans quelle phrase j'ai glissé ça. Mais oui, la chimiothérapie, en particulier sur les Ewing, permet d'envisager de la chirurgie qui n'était pas envisagée au moment du diagnostic. Ouais, ça c'est clair. Je crois que ce que tu as dit, c'est que la chimiothérapie néoadjuvante, on n'a pas prouvé dans les osseux-sarcomes qu'elle était supérieure à l'adjuvante et qu'on n'osait pas s'en passer. J'ai une petite remarque sur les chimios personnalisés.
Actuellement, on est quand même en train de découvrir dans chaque tumeur des molécules qui s'appellent des thérapies ciblées, qui permettent d'agir spécifiquement sur la tumeur. Donc il est probable que c'est l'avenir dans beaucoup de tumeurs de l'appareil locomoteur. Le problème dans l'ostéosarcome, c'est qu'il n'y a pas une anomalie génétique, il y en a plein qui sont très variables d'un patient à l'autre, donc ça va être un petit peu compliqué de trouver les médicaments ciblés pour les ostéosarcomes. Dans les WINGS, ça fait quand même partie des voies de recherche, c'est-à-dire d'arriver à trouver le médicament qui va agir sur, je dirais, la mutation pour simplifier. C'est en cours. Ça, c'est probablement l'avenir des thérapies personnalisées. Juste ajouter un tout petit mot à ce que tu dis. Effectivement, les thérapies ciblées ont des cibles qui sont identifiées dans les sarcomes osseux, sans doute un peu moins que dans les sarcomes des parthimoïdes, mais il y en a dans les sarcomes osseux. Donc avec deux problèmes majeurs, c'est, comme tu l'as dit, c'est la complexité génétique de l'ostéosarcome. C'est pas du tout un schéma biologique de l'ostéosarcome, mais c'est des tumeurs très instables sur le plan génétique. Donc l'identification d'une cible clé est particulièrement difficile. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on a dit au début, c'est que ce sont des tumeurs très rares et que pour évaluer le bénéfice d'une nouvelle stratégie thérapeutique et d'un nouveau médicament, c'est particulièrement difficile. Et aujourd'hui, il y a dans les laboratoires au moins 10 ou 15 voies de thérapie ciblée dans les sarcomes. Mais si on choisit d'en utiliser une aujourd'hui, il va falloir y mettre tous nos patients pendant au moins 4-5 ans en France pour avoir un résultat dans 5 ans après, c'est-à-dire investir sur une cible pour 10 ans, alors qu'il y en a 8 ou 10 à côté desquels on va probablement passer. Et ça, c'est un problème énorme aujourd'hui pour les progrès dans ces tumeurs rares. Oui. Je voudrais simplement féliciter les orateurs qui nous ont donné un aperçu d'une spécialité qui est un peu loin de nos préoccupations, nous, chirurgiens viscéraux, et c'est vraiment très impressionnant les progrès qui ont été faits et les résultats. Les deux petites questions qui sont l'incidence. Alors, ça a été bien dit par Eric Mascart. Est-ce que les deux autres intervenants, François Gouin et Gilles Isnard, peuvent nous donner des précisions pour les tumeurs pour lesquelles ils sont intervenus? Et deuxièmement, dans vos exposés, vous n'avez pas parlé des métastases. Est-ce que pour les métastases, on peut faire des approches aussi agressives? Et je pense en particulier dans une localisation cancéreuse qui est courante pour nous, le cancer du rectum. Certaines fois, il y a des limitations dans l'exérèse du fait de l'infiltration du sacrum ou dans les récidives des cancers du rectum, qui sont rares maintenant, au niveau du sacrum. J'ai le souvenir avec Michel Onimus, qui travaillait chez nous à Besançon, de séances assez sportives quand il s'agissait d'enlever le sacrum dans sa partie haute, j'entends pas dans les deux dernières pièces. Alors, est-ce que pour vous, c'est pas un problème actuel, ou est-ce que vous avez une expérience par rapport à cette résection sacrée dans le cadre de métastases ou de métastases dans d'autres localisations que vous avez évoquées? En fait, il y a plusieurs problèmes. Si vous avez un malade qui a un sarcome osseux primitif et qui est métastatique à la présentation, il y a deux solutions, c'est la façon dont il va répondre à la chimiothérapie. C'est-à-dire que soit il a des métastases extirpables qui répondent à la chimiothérapie, et donc vous allez vous retrouver sans maladie résiduelle. Et donc on peut par exemple dire on va amputer ce malade parce qu'il a une énorme tumeur et qu'on va lui faire disparaître ses métastases pulmonaires. Soit c'est un patient qui va évoluer vers le palliatif, et c'est sûr qu'on ne va pas... je me suis mal exprimé. Je voulais parler des métastases osseuses d'autres cancers. Ah, les métastases osseuses d'autres cancers. Alors moi je connais particulièrement bien les extensions du cancer du rectum au sacrum, puisqu'on a essayé d'en opérer pas mal au début de notre expérience à l'Institut Gustave aussi. Chaque fois qu'on a fait ça, ça a été une catastrophe, puisque c'est une maladie régionale. Et donc, en fait, ça veut dire que ces patients, ils ont tout le petit bassin qui est envahi, et que ça, c'est uniquement la partie émergée de Litzberg. Donc, en fait, moi, maintenant, je refuse systématiquement de faire cela. Par contre, il y a certaines tumeurs, et en particulier les tumeurs digestives, qui ont des métastases osseuses isolées, comme dans les cancers du rein, et qui, là, peuvent bénéficier, en même temps que la tumeur cognitive, d'une résection carcinologique de la métastase osseuse, avec souvent des résultats qui sont variables, mais certains patients sont en rémission plusieurs années après.
concernant l'incidence des tumeurs dont vous nous avez parlé. En fait, franchement, vous avez montré le tableau. Les tumeurs du bassin, en fait, c'est 10% des tumeurs osseuses en général. C'est un bassin 45-50 estimés par an en France, et globalement 500, incluant toutes les formes histologiques, c'est-à-dire ce dont on a parlé, les ostéosarcomes, 150 à peu près, les hémings un peu moins, les chondrosarcomes 150-200, et puis après des niches comme les corbeaux, adamantium, enfin d'autres tumeurs très rares. Donc, le bassin sacrum, 45 par an. J'ai une question là. Tu parlais de la qualité de vie après amputation versus chirurgie reconstructive. Ça m'avait interpellé aussi ces papiers. Et on en tire quoi comme conclusion? Parce qu'en termes de coût pour la société, on peut se dire que dans les années à venir, on va peut-être être amené à discuter ce genre de choix. Mais les appareillages, le problème, c'est que c'est extrêmement coûteux aussi. Sur 10 ans, 20 ans, je crois que ça coûte même plus cher qu'une chirurgie conservatrice. Donc c'était, voilà, là tu as évoqué le problème, tu l'as soulevé. C'était d'un point de vue économique, d'un point de vue fonctionnel pour les patients, c'était quoi la finalité? Non, la finalité, c'est pas ce qu'il faut en conclure aujourd'hui, mais on ne peut pas rester indifférent. Le coût, oui, ça s'est bien montré, les amputés coûtent plus cher, parce que les appareillages, on les change très régulièrement, parce qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, ça s'est montré. Les non-amputés ont des fonctions qui sont souvent supérieures en termes d'analyse sur le plan analytique, c'est-à-dire consommation d'oxygène pour telle distance, etc. Donc ils ont des fonctions objectivement supérieures. Maintenant, sur les échelles utilisées, moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que ça pose question, les échelles d'évaluation de qualité de vie, sur le plan qui intègrent des dimensions psychologiques, sociales, etc. Les différences sont, tu l'as vu aussi, beaucoup de papiers montrent qu'il n'y a pas de différence quand on évalue ces gens à distance de l'intervention. Et donc, voilà, je ne sais pas quelle conclusion, mais il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est sûr, mais toutes ces échelles et ces travaux sont faits sur, en général, des questionnaires. Mais quand tu as le malade devant toi, tu as une question éthique, qui se pose. Si j'ai une solution chirurgicale, je la lui donne. Si je n'ai pas de solution chirurgicale, d'accord, je discute. Mais je ne m'appuie pas sur ces questionnaires qui n'ont rien à voir avec le contact direct avec le patient. Et moi, je n'en tiens pas compte. Je tiens compte de ma relation avec le patient et de ce que je peux lui donner. Et si j'ai dans mon fort intérieur une possibilité de lui rendre la vie la meilleure possible, l'enfant qu'a montré Eric à la fin, où il lui a mis un fémur total, à 8 ans, il avait des métastases pulmonaires, et il a guéri de ces métastases pulmonaires, il a été opéré je ne sais combien de fois. Un jour, il est arrivé à la consultation à Saint-Vincent-de-Paul, avec l'explosion du ressort dans sa cuisse. Mais le bon Dieu était avec moi et il m'avait fait exploser le ressort du côté opposé de la fémorale que j'avais disséqué avant pour lui mettre son affaire. Il a été repris. Et il est toujours vivant, il est plus grand que moi, son genou est un peu raide. Alors, oui, d'accord, il y a des complications, mais la conservation du membre, c'est quand même quelque chose qui est fondamental, et je ne m'appuie pas sur les statistiques de ces qualités de vie qui sont uniquement étudiées dans des secrétariats et des statisticiens qui ne sont pas en face du malade. Voilà ce que je peux dire. On est d'accord, mais ça pose question quand même. Voilà. De façon, le malade passe avant le diagnostic. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? S'agissant des greffes de fémur dont vous avez parlé, à quel moment vous posez cette indication? Quand la croissance est terminée ou pour les greffes de fémur?
ou à n'importe quel moment, sachant que le fémur ne va pas avoir forcément une croissance. Le fémur fait. Les greffes que j'ai montrées, c'est des greffes segmentaires, gardant les cartilages de croissance si possible. Et donc on peut faire à tous les âges. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans, on peut lui faire ça. Parce que vous avez parlé là de fémur total. Non, c'est pas une greffe, à ce moment-là, c'est une prothèse de fémur. Alors la prothèse de fémur totale, on peut la faire chez l'adulte, chez le grand enfant, chez l'enfant, à partir du moment où il est en âge d'avoir une prothèse de croissance. C'est-à-dire qu'on a fait des prothèses de fémur totale de croissance, en sachant que tous les patients à qui on a fait ça sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont des tumeurs tellement invasives que l'affaire ne se termine pas très bien et ça va assez vite. Mais en théorie, on peut mettre des fémurs totaux de croissance chez les petits-enfants. Mais chaque fois qu'on peut faire du biologique, il faut faire du biologique. Même si la tête humérale est passée un peu en haut. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. On est tous d'accord. Très bien. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clore la séance et rendre la salle à l'heure. Voilà. Donc merci à tous les orateurs. J'ai remarqué que M. Duponcé avait toujours une forme excellente. Il a réagi de façon tonique. Merci à tous. Bonne journée.